Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellabert et je suis négociateur professionnel. Mon métier est de former, d'accompagner, d'assister des entreprises ou organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pour parler, le premier podcast de la négociation en France. Notre ambition est simple, vous donner des clés pour mieux négocier pour votre quotidien professionnel et personnel. Vous aimez notre podcast? N'oubliez pas de vous abonner. Toutes les 2 semaines, nous recevons un expert qui abordera une problématique et vous partagera ses astuces pour mieux négocier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David Corona. Salut David, comment ça va? Salut Julien, ça va très bien et toi, merci de m'accueillir. Eh ben, écoute, je suis extrêmement ravi de t'avoir sur le podcast pour parler. On va parler de tes tips, de tes secrets, de tes mantras de négo en tant qu'ancien négociateur, notamment du GIGN. Mais avant de rentrer plus en détail sur le podcast, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Avec plaisir, je m'appelle David Corona, comme le virus. La sortie du Covid, c'est presque une tare, mais en même temps, ça m'a entraîné à la négociation ces derniers mois. Ça t'a aidé sur ton Euh, référencement? c'est ça, c'est ça. Comme dit mon frère, il n'y a pas de mauvaise pub, il n'y a que de la pub. Euh, je vais passer 12 ans au GIGN comme opérationnel dans un premier temps et négociateur de crise en parallèle. Et j'ai fini mon parcours au GIGN à la cellule nationale de négociation qui gère notamment la formation des négociateurs du GIGN, la recherche et développement dans le cadre de la négociation pour les nouvelles techniques et les nouveaux outils technologiques liés à cette spécialité et qui gère aussi les grosses missions comme les missions de terrorisme, les missions d'enlèvement, d'extorsion de fonds, de ransomware et les enlèvements de Français à l'étranger. Super. Voilà, j'ai quitté l'unité début 2020, juste avant le confinement, pour monter une société avec Anne Gervaise, que tu as eu le plaisir d'avoir dans un autre Tout à fait. podcast, qui s'appelle Incognita et dans lequel on gère tout ce qu'on savait faire avant dans notre job, on les a rassemblés. Aujourd'hui, on fait de la gestion et de la communication de crise, de la négociation opérationnelle, du management complexe, du profiling aussi. Et on aide notamment les entreprises françaises à gérer les ransomware. Voilà. Génial. Ransomware sur tout ce qui est cybersécurité, c'est bien ça. C'est ça, quand des hackers attaquent les PC de votre entreprise et que toute votre activité et vos datas sont bloquées et qu'on vous demande une rançon en échange, vous nous appelez et on vient vous prêter main forte. Super. Et en parallèle de ça, un livre qui vient de sortir il y a quelques jours, alors quelques semaines, parce que le podcast sera diffusé sûrement un peu après l'été, qui C'est s'appelle ça. Négocier. Et voilà, il est sorti le 11 mai, ça s'appelle Négocier et ça parle pas seulement de négociation, ça parle du parcours d'entrée dans les unités spéciales, ça parle forcément de négociation au centre, mais ça parle aussi de chemin de vie, d'émotions, de situations extrêmes, de crise. Et à la fin de ce livre, on trouve aussi quelques mantras, quelques petits tips pour essayer Génial. de gérer des situations tendues dans notre quotidien. C'est un livre que tu as écrit qui retrace une partie de ton parcours de vie, c'est ça? C'est ça, c'est autobiographique et en même temps avec du recul, de l'analyse et un partage large pour toutes celles et ceux pour qui la négociation a un intérêt. Super, super. Et donc là, on va partager 7 mantras que tu utilisais quand t'étais au groupe ou que t'as structuré à ta sortie. Mm. Comment ça s'est passé sur cette élaboration de ces mantras? Ça a été un chemin de vie, un chemin professionnel. C'est des mantras que j'estime être aujourd'hui les 7 les plus importants, que j'ai même quasiment classés dans un ordre chronologique ou d'importance. Il y en D'accord. a certains que j'ai attrapés avant de rentrer au GIGN. Il y en a certains que j'ai pris en entrant au GIGN et en croisant des personnes importantes, des référents, des formateurs. Il y en a certains que j'ai appris sur le terrain à mes dépens, parfois. Mhm. Et j'ai fait cette espèce de petite recette qui m'est propre et qui fait que j'ai toujours cette espèce de checklist de pilote en tête Bah, c'est en me génial. disant, OK, pense bien toujours à ça pour que ça se Bah, passe peut-être bien. écoute, ça va être passionnant, j'en suis persuadé, parce que l'exercice de coucher des mantras, des principes, c'est toujours intéressant, parce que ça nous permet de prendre de la hauteur ou du recul
sur notre discipline. Donc, écoute, allons-y pour ce premier secret, ce premier mantra, et qui plus est, s'il est par ordre d'importance, qui j'imagine est Hmm. celui que tu mets tout en haut de la pyramide. Ouais, alors c'est plutôt le premier dans l'ordre chronologique, tu sais, dans notre spécialité ou en tout cas dans ce job-là. Et je pense que t'es pas étranger à ça. On a toujours des petits process, des fiches réflexes, des on organise nos pensées et nos processus de manière chronologique pour essayer de rien oublier. Et donc c'est plutôt dans ce sens-là que je les ai montés en me disant, ok, pense bien à, je sais pas si tu te souviens, à une époque, il y avait une pub avec Zinedine Zidane qui était dans un vestiaire et qui disait toujours les mêmes gestes. Il mettait Oui, d'abord la chaussette gauche et puis la droite. Et en fait, que ce soit dans le sport de haut niveau ou dans des métiers où il y a de la recherche de performance et de l'enjeu, il y a des rituels à mettre ouais, en place. Il y a comme des un choses à Nadal. mettre en. Exactement. Alors il y en a qui font rebondir la balle, il y en a qui font des gestes, des signes, qui ont des pensées magiques. Et en fait, moi, le premier truc que je fais tout de suite, quand je rentre dans une négociation à fort enjeu, quand j'ai le temps de la prévoir, et même quand c'est pas le cas, maintenant j'ai des espèces de petits process mentaux qui fait que j'enfile mon costume de négociateur. Le premier truc, c'est que j'essaye de mettre un peu cette combinaison comme, tu vois, un pompier, il irait pas au feu sans mettre sa combinaison. Un Mhm. chirurgien n'interviendrait pas dans un bloc sans se nettoyer les mains, ainsi de suite. Et il y a des choses qu'on doit mettre en place et qu'on doit processer de manière psychologique, émotionnelle, avant de rentrer dans le rôle de quelque chose. Et ce truc-là fait que ça rend focus déjà, ça met une forme de Ouais, concentration dans ce qui va être fait. La deuxième chose, c'est que ça nous permet, par sécurité émotionnelle parfois, de se dissocier légèrement de ce qui va se faire. C'est-à-dire que quand j'enfile un costume, comme je pourrais le faire au théâtre, comme je pourrais mhm. me déguiser, me maquiller, à un moment donné, je vais dissocier qui je suis de ce que je vais faire. Ouais. Et en fait, le fait d'enfiler un costume et de commencer à jouer un rôle va me permettre de me mettre à distance et va me permettre d'avoir un peu plus de recul par rapport à certaines choses et de ne moins subir certaines attaques peut-être ou certaines choses qui auraient pu me toucher si c'était mon identité personnelle qui avait joué ce rôle-là. Envie d'apprendre à mieux négocier pour améliorer votre futur professionnel et personnel? Rejoignez le premier et unique programme de formation à la négociation globale en France. Ce parcours réunit 12 des plus grands experts français de la négociation, anciens chefs de la cellule de négociation du RAID, du GIGN, enseignants à Harvard, experts en psychologie et détection du mensonge, criminologues, préparateurs mental. Le parcours est certifiant, avec une certification reconnue par l'État et 100% éligible au compte personnel de formation. C'est-à-dire que c'est 0 € de reste à charge pour 99% de nos apprenants. Alors à tout de suite sur négociation-global.com. Ouais, c'est intéressant. J'ai toujours l'habitude, moi, quand je fais ça, le mot dissociation, c'était vraiment ça. Tu vois, d'avoir une côté de dissociation sur le sujet et de me dire que à ce moment-là, j'ai ce rôle de négociateur et donc si je suis attaqué, c'est pas moi en tant qu'individu qui suis attaqué, c'est ce que je peux représenter. Hmm. Et en fait, ça t'aide énormément à prendre du recul sur la situation et à gagner Exactement. lucidité. Voire même, j'ai envie de te dire, parfois, tu peux être un leurre, une surface projective. Hum, C'est-à-dire que, en général, les gens sont challengés ou quand la tension monte, que les gens peuvent être en colère, agressifs, n'est pas forcément dans la crise, même dans certaines négociations commerciales ou syndicales, il peut y avoir le ton qui monte. En fait, les gens, ils ont besoin de taper sur quelque chose, ils ont besoin d'envoyer leur colère ou leurs émotions sur quelque chose. Et en mhm. fait, souvent, on représente ce truc-là quand on se met en face des gens pour négocier. Et c'est intéressant de leur opposer ou en tout cas de leur proposer quelque chose sur lequel ils vont pouvoir. Alors, on n'est pas des défouloirs, mais à un moment donné, il faut que cette émotion, elle s'apaise, que Gentil. cette tension, elle se ventile. Et c'est intéressant d'envoyer à l'autre, de proposer à l'autre une surface projective qui n'est pas nous, notre identité. Et ce costume de négociateur, peut se mettre mentalement, il peut se mettre émotionnellement, il peut être posé avec des mots en disant voilà, je suis votre interlocutrice, je suis votre interlocuteur, mon rôle c'est ça. Et en fait, on construit un petit peu cet artefact pour la partie adverse, ou en tout cas les gens avec qui on va négocier. Et déjà, ça nous met à distance et on agite un espèce de leurre sur lequel il va pouvoir y avoir des transferts de par la partie adverse.
Intéressant. Ouais, vraiment, vraiment pertinent. Alors, ce qui me vient en tête, c'est la difficulté peut-être pour quelqu'un qui travaille dans une entreprise ou dans sa vie personnelle à dire, il y a certaines négociations, on les voit pas venir. Mm. Tu vois, nous, dans notre travail, on est souvent en tant que tiers Mm. pour aider. Et puis là, si c'est moi qui suis directement dans le couloir, je suis pris par un chef, je suis pris par un collaborateur, je suis pris par un client qui est mécontent, je décroche, je m'y attendais pas, ou je suis pris par mon conjointe sur quelque chose où il y a eu une erreur, un problème, une incompréhension. Comment est-ce que je peux faire pour adopter ce costume alors que j'ai pas vu qu'on rentrait dans cette phase de négo? Tu vois ce que je veux dire, David? Tout à fait. Après, il y a une question de choix dans ce que tu dis là, c'est-à-dire que, par exemple, je descendrai les escaliers et j'ai ma conjointe qui me prend un parti pour un truc, je vais pas avoir besoin ni envie d'être quelqu'un d'autre. En fait, c'est dans mon intimité, c'est dans ma particularité, c'est dans notre relation. Et je vais assumer complètement le fait que c'est mon identité à moi qui va être challengée sur ce truc-là. Maintenant, j'arrive dans l'entreprise. Il y a plusieurs façons de faire. Effectivement, si le mindset de l'entreprise, c'est que ces négociations peuvent arriver à n'importe quel moment, ben, le matin, j'arrive au bureau. D'ailleurs, il y a des gens qui le font déjà dans les transports, dans la voiture. Le matin, j'arrive au bureau, je passe la porte et psychologiquement, j'appuie sur le bouton. OK, c'est plus moi là, c'est le responsable de la comptabilité ou la responsable du marketing ou le collaborateur, la collaboratrice X, Y. Et quand j'arrive, en fait, ce truc-là, enfiler un costume, ça met pas des plombes. En vrai, ça met un quart de seconde. On est pris sur le fait, on se fait challenger ou attraper au détour d'un couloir sur un sujet qu'on n'avait pas prévu. En un quart de seconde, c'est du conditionnement. On peut très bien avoir une pensée et switcher et se dire là c'est pas moi, c'est et on instaure le rôle ou l'artefact de la personne qu'on représente et qui est attaquée. Par exemple, quand tu es dans Paris ou dans une ville où il y a des bouchons et que tu te retrouves au feu rouge et que ça passe au vert, alors je dis Paris parce que ça arrive beaucoup à Paris, et que ça passe au vert, au moment où ça passe au vert, ça klaxonne derrière. Mais en fait, les gens, ils te klaxonnent pas toi. Oui. Ils klaxonnent ce que tu représentes, ils klaxonnent ce que tu leur empêches d'avoir. Et en fait, ce serait Julien ou ce serait David ou ce serait Martine, ça klaxonnerait pareil. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, là, quand il y a ce coup de klaxon que j'ai pas prévu, je pourrais être touché dans mon individualité de je suis un mauvais conducteur, il ou elle m'en veut à moi particulièrement. Et en fait, en un quart de seconde, tu peux dire, bon, ça klaxonne parce que ça klaxonne et moi ou quelqu'un d'autre, c'est pareil. Ben, au détour de ton couloir dans ta boîte, tu peux exactement te dire le même truc. Là, la personne, elle vient me voir, mais elle vient pas me voir moi dans ma personnalité. Elle vient me voir dans mon rôle d'employé, de ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que je lui empêche d'avoir ou d'obtenir dans le closing de son dossier, sa promotion ou ainsi de suite. Et en fait, ce switch, il se fait hyper vite à partir du moment où on a l'habitude de le faire. On s'est entraîné. Ouais. Ouais, il faut travailler sur une petite rupture de pattern, effectivement. Ouais, très intéressant. C'est ce que je fais avec certains sportifs de haut niveau. Voilà, ils arrivent, ils sont judokas, boxeurs, triathlètes. Ils enfilent une tenue, ils enfilent un costume et c'est pareil dans la tête, quoi. Et ça fonctionne, je pense, quand tu t'es beaucoup entraîné, cette notion de conditionnement. C'est ouais. Tu vois, quand sur des conférences, alors sur mon travail, j'ai un autre ancrage, mais sur des conférences, j'ai une petite musique qui dure 30-40 secondes, qui te met dans un état modifié de conscience léger, et en tout cas, moi, qui me donne une patate incroyable, et je suis dans ce mindset de conférence, qui est encore un mindset qui est différent, parce qu'il faut être sur une posture un peu plus haute que notre quotidien pour réussir à fédérer, alors que sur un quotidien, moi, je travaille plutôt avec une posture basse, mais on en reparlera sûrement. Et tu vois, c'est un autre mode de travail, la conférence. Et donc, j'ai cette musique qui me chauffe un peu. Qui te booste, quoi. Exactement. Et qui t'amène sur l'état de conscience ou l'état d'énergie qui est le plus propice à exactement. Vraiment. Et ouais, complètement. C'est la bande-annonce d'une série pour tout te dire. Et l'idée, c'est ça. Et ce costume, il n'est pas unique pour tout le monde. C'est pas le même. Il y en a qui vont être de bonnes négociatrices offensives. Il y a des gens qui vont avoir un état plus flegmatique, plus en recul. Tout est OK, en fait. Il n'y a même pas de notion de bon ou de bien ou de jugement de valeur de quoi que ce soit. C'est appuyer sur un bouton et se dire maintenant je veux être comme ça et c'est maintenant que ça arrive. Ouais, et puis ça
Ça peut faire de nous que des meilleurs négociateurs. D'une certaine manière, en tout cas, moi, ça me permet d'être un peu moins sur l'intuition dans mes prises de décision, tu vois, d'être plus réfléchi, plus posé. Bon, Tout à fait. d'adopter un comportement qui est plus calme. Top, très intéressant d'avoir cette prise de conscience déjà, non pas par rapport à l'autre, mais par rapport à soi. Je rentre dans un processus de négo, donc je crée les conditions les plus favorables à ce succès. Premier mantra. Deuxième mantra. Donc le premier, j'enfile mon costume de négociateur ou de négociatrice. Le deuxième, c'est que avant même de commencer à imaginer l'action, d'anticiper, d'imaginer des scénarios et des stratégies, c'est je pars du postulat que je n'ai aucune certitude et que tout est possible. En fait, cette ouverture, ce champ, il va me permettre d'être moins déstabilisable, d'avoir une souplesse de base. C'est-à-dire que souvent, quand on rentre dans des expertises, qu'on se forme à énormément de choses, de grilles de lecture, de techniques, d'anagrammes, on commence à avoir une idée très précise de ce qu'on peut faire, avec quoi, du chemin pour l'atteindre. Et ça, c'est et une très grande force et une très grande faiblesse. Parce que ça va nous faire perdre en souplesse, en adaptabilité. Et en fait, pour moi, l'expertise, le fait de remplir sa boîte à outils de négociatrice ou de négociateur, qu'on passe par des grilles de lecture issues de la thérapie ou d'écoles de commerce ou de courants de pensée, tout ça ne sert qu'à avoir un backup pour répondre à quelque chose qui va peut-être nous surprendre. Et en fait, ça ne sert qu'à nous rassurer ou à faire monter la confiance sur ok, je laisse ça ranger derrière, je sais que c'est là, je sais que je suis en capacité de le mettre en œuvre, je sais que s'il se passe X, Y ou Z situation, j'ai le bon outil pour y faire face ou m'articuler. Et ça ne doit pas m'enfermer, ça ne doit pas me rigidifier, cette expertise, ça doit m'apporter de l'assurance et me permettre justement d'être complètement ouvert. Tu sais, je sais pas si tu vas avoir la ref, mais dans un des épisodes de Star Wars, il y a un Jedi qui est, alors pour ceux qui n'ont pas la ref, il y a les Jedi, c'est un petit peu les gentils, et puis il y a les gens qui sont du côté obscur de la Force, qui sont plutôt les méchants. Et en fait, sur quel épisode? Alors, je sais plus quel est le nom de l'épisode. Je me souviens de la scène et je me suis dit ça c'est de la négociation. En fait, c'est ce que devrait pouvoir avoir comme attitude une négociatrice ou un négociateur dans une négociation longue à fort enjeu, qu'on parle de crise ou de commerce. Et en fait, ils sont sur un espèce de pont, ils se battent. Donc, il y a un guerrier Sith qui est noir avec le visage rouge et puis un double sabre laser. C'est épisode 1. D'accord. Voilà, double sabre laser, exactement. Et en fait, ils sont en train de combattre sur un espèce de pont suspendu et régulièrement, il y a des murs laser infranchissables qui tombent. Et en fait, à un moment donné, ils se retrouvent chacun de part et d'autre de ce mur. Et en fait, le méchant, entre guillemets, reste complètement en tension, énervé face au Jedi qui est de l'autre côté et essaye de taper contre le mur et met de l'énergie, de la tension. Et là, à ce moment-là, le Jedi, ce qu'il fait lui, c'est qu'il rentre son sabre laser, il se met en tailleur, il ferme les yeux et il commence à, je sais pas s'il est en train de méditer ou se reposer, mais en fait, il économise de l'énergie parce que à ce moment-là, il n'y a aucune nécessité d'en mettre. Et sûrement qu'il va se passer un truc, mais en tout cas, il est prêt. Et au moment où le mur s'en va, en fait, le Jedi ouvre son sabre laser et dans le même mouvement fait un salto et se retrouve à pouvoir de nouveau combattre. Et en fait, n'avoir aucune certitude et se dire que tout est possible, c'est aussi être en capacité d'économiser de l'énergie parce que je sais que j'ai la capacité de réagir, de mettre en œuvre des techniques et d'avoir la bonne attitude quand ça va arriver. Mais j'ai pas besoin d'être tout le temps en tension pour ça. Par exemple, un pompier qui prend une garde de 24 heures, il va faire du sport, il va dormir, il va jouer avec ses potes aux cartes et ainsi de suite. Mais il n'est pas debout pendant 24 heures avec l'asperge, l'espèce de tube en métal sur lequel il descend en attendant que ça bip, parce que sinon, au bout de 3 heures, il serait complètement claqué, quoi. Est-ce que ça veut dire, ce que tu dis, si je fais le parallèle avec cette scène de Star Wars, qu'en fait, il faut être dans l'instant présent, complètement ouvert à ce qui se passe, à l'autre,
mais sans croyance limitante ou sans futur qui n'est que quelque chose qui n'est pas avéré d'une certaine manière. Non, en fait, tu peux très bien avoir des projections positives. Des hypothèses. Voilà, des projections, des futurisations négatives, des futurisations positives, et avoir une espèce de pensée en arborescence de OK, le meilleur que je pourrais obtenir sur cette négo, c'est ça, le pire qui se pourrait se passer, c'est ça, et j'ai plein de scénarios qui vont venir au milieu s'intercaler, et ça, une fois que je l'ai fait, je le mets de côté. Oui, maintenant, je ne m'enferme pas, je suis effectivement dans l'instant présent parce que c'est là que ça se passe, mais par contre, ce que je vais chercher à travers ça, c'est d'avoir un maximum d'énergie à disposition tout le temps pour réagir, avec la certitude que j'ai en magasin le bagage technique et les moyens qui sont à ma disposition pour faire face à ce qu'on va m'opposer. Entièrement d'accord. C'est fort ce que tu viens de dire et je suis totalement d'accord. Je pense que la préparation, elle doit nous permettre de nous sublimer, mais paradoxalement, je le vois dans certaines personnes que j'accompagne, la préparation les enferme. C'est-à-dire qu'ils ont tout préparé de façon assez méticuleuse, ce qui est pas mal, et ça les aide à ne pas sortir de cette incertitude. Et en fait, tu vois que ça les enferme et ils vont chercher des biais de confirmation parce qu'ils sont persuadés de savoir ce que l'autre veut. Et plus ils ont des expertises fortes, et plus paradoxalement, ils ont moins cette capacité à embrasser cette incertitude et à écouter l'autre. Donc non. C'est ça. En fait, quand tu fais un briefing de mission dans les forces spéciales, alors c'est le cas au GIGN, mais j'imagine que c'est le cas chez les commandos Uber, au RAID et ainsi de suite, dans toutes les forces spéciales. Quand tu déroules le scénario conforme, à la fin, on te donne des conduites à tenir. S'il se passe ça, tu fais ça. S'il se passe ça, tu fais ça. Et à la fin, toute fin, le chef dit, voilà, on va élaborer 3 cas non conformes. Donc nous, on appelle ça les CAT et les CNC, les conduites à tenir du bon scénario et les cas non conformes. Si jamais il se passe ça, alors vous ferez ça. Deuxième cas peu probable, si jamais il se passe ça, vous faites ça. Et on n'en met jamais plus de 3. Parce qu'on se dit, voilà, le cas conforme, c'est celui-là. Les cas non conformes, il y en a 1 ou 2, voire 3 des fois. Et basta, ça, vous le mettez dans une petit coin de votre tête. Et maintenant, vous faites le job de ce qui va arriver. Mais déjà, dans le fait de se donner des conduites à tenir et des cas non conformes, ça ouvre la souplesse. Sachez que la mission, l'objectif, c'est ça. Et c'est pareil pour la négo. Mais sache qu'il peut se passer certains trucs. On a mis les 2 plus probables sur le papier, mais il peut s'en passer plein. Donc, soyez souple, adaptable et ouvert à ce qui va arriver. Ouais. J'ai la chance moi de travailler, mais je pense que ça te parlera avec Pegasus Leadership, qui sont à Lorient, des anciens des FS qui sont en commando marine. Et ils préparent exactement comme ça. Tu as tous les cas conformes et non conformes. Et ce que nous, on utilise en négo, et c'était marrant d'échanger avec eux, on fait des analyses pré-mortem sur nos préparations. C'est-à-dire que c'est la même chose, on se dit, si la négo était un échec, quelles seraient les causes de cet échec? Et ça nous permet, par un raisonnement par l'absurde, d'aller chercher plein de choses qui pourraient être un échec, et après on va essayer de minimiser le risque que ça arrive. Voilà. Oui, ça permet de déminer le terrain et d'avoir une prise de décision la plus saine possible. Ouais, parce que si tu te poses la question de qu'est-ce qui fait qu'on va réussir la négo, bah, généralement tu vas être parasité par on est beau, on est fort, on a la meilleure proposition de valeur, ouais, mais tout le monde dit comme ça, quoi. Tes concurrents aussi et tout le monde. Donc c'est limitant. Top. Donc pas de certitude, tout est possible et je m'ouvre à embrasser le risque d'une certaine manière. Exactement. Le risque est surtout le mien, parce que c'est celui-là qui fout le bordel en général. C'est pas celui des autres. Celui des autres, on le connaît assez peu tant qu'on n'est pas allé le chercher. Mais mon risque à moi, c'est celui qui me déstabilise et qui me stresse. Donc, j'enfile mon costume en 1. Je n'ai aucune certitude et tout est possible en 2. Et une fois que je suis prêt, disponible psychologiquement, physiquement, émotionnellement à l'autre, je vais passer à la phase un peu d'action. Et là, je prends ce truc qui est de Confucius, je crois. Mais sans certitude, parce que il y a certaines phrases qui sont tellement anciennes qu'on ne sait plus à qui les attribuer. J'ai 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter au moins 2 fois plus que ce que je ne parle. Ça paraît évident dans des métiers comme le nôtre, et on s'aperçoit dans des situations d'assistance ou dans des situations de vraies négociations, ou quand on bosse avec certaines entreprises, que le naturel revient vite au galop et que les gens monopolisent la parole énormément parce que ils ont envie de
de faire confirmer à l'autre leur mode de pensée ou leur process. Le truc, c'est que en faisant ça, alors nous, des fois en formation, dans certains exercices, on leur demande, OK, là, tu as une barre de 0 à 100. Durant cet échange, tu as pris la parole à hauteur de combien? Tu as monopolisé l'espace de parole à hauteur de combien? Est-ce que tu es entre 0 et 50 ou est-ce que tu es entre 50 et 100? Et les gens, mécaniquement, quand la tension monte, quand il y a de l'enjeu, quand il y a du stress ou quand ils se retrouvent en opposition individuelle face à quelqu'un, ça déborde largement les 50. Et en fait, l'idéal, c'est de passer en dessous des 50, mais plus on se rapproche du zéro de manière très artistique, presque en négociation, on va pouvoir... En fait, je trouve que c'est vraiment beau en négociation d'arriver au même résultat avec le moins de mots possible. C'est quasiment de la dentelle en négociation que de poser juste des balises, jouer d'influence, jouer de charisme ou d'autres trucs, parce que la solution, elle se trouve dans la tête de l'autre. Dans son référentiel. Dans la nôtre. En fait, vous avez beau vous dire ce que vous voulez, ce qu'il y a dans votre tête, vous le savez déjà. J'ai envie de vous dire, on s'en fout. Si ce n'est que de confirmer un truc que vous avez mentalement, de le dire à haute voix, hormis manipulation éthique, hormis manœuvre d'influence, hormis mécanique basique, commerciale de Yes 7, de No 7 ou de toute autre structure conversationnelle liée à des courants thérapeutiques qui vont vous aider à atteindre votre objectif ou à modifier l'état de conscience de la personne qui est en face de vous, ça n'a aucun sens. Alors que le fait d'écouter beaucoup plus les autres, pour moi, la négociation, c'est un travail d'enquêteur. Tu rentres dans une pièce qui est complètement noire, il va falloir l'éclairer avec une lampe torche, voire trouver l'interrupteur et éclairer tout ce qu'il y a dans cette pièce. Parce qu'une fois que tu vas avoir éclairé tout ce qu'il y a dans cette pièce, tu vas vraiment savoir ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Est-ce qu'il y a un chemin? Est-ce qu'il y a un truc qui est coincé? Est-ce qu'il y a besoin de lever un truc pour en sortir un autre pour te permettre de passer et d'arriver à la porte de sortie de l'autre côté? Et ça, parler beaucoup plus que ce qu'on écoute ne permet pas d'allumer ces lumières. Parce que y a que l'autre qui peut les allumer, ces lumières. Alors, on va parler de questions ouvertes, introspectives. On peut changer l'induction plus ou moins de la question. Pour ça, après, ça devient vraiment de la technique. Mais déjà, si de base, on commence par aller à la recherche du bénéfice futur de l'autre, qu'est-ce que l'autre va avoir envie d'obtenir dans cette négociation? C'est quoi son besoin et le besoin de son besoin? Ben là, on est sur la bonne piste et on va aller 10 fois plus vite. 10 fois plus vite. Là, quand on pose une vraie bonne question à quelqu'un, on a la réponse, là où on pourrait faire 1000 suppositions en tombant à côté. Bien sûr. Et donc, le but, c'est d'éclairer cette pièce, et pour ça, il faut écouter bien plus. Totalement. De toute façon, la seule personne qui peut prendre la décision d'y aller ou pas, c'est l'autre. Et s'il le fait, c'est toujours dans son référentiel. Donc là, l'idée, c'est de comprendre comment est-ce que lui, il dépeint son référentiel. Et puis, ça apporte quelque chose, l'écoute, ça apporte le silence. Le silence, chez les jeunes négociatrices, jeunes négociateurs que j'avais en formation, c'était assez souvent malaisant. Le fait d'être en face de quelqu'un, de ne pas forcément parler. D'ailleurs, quand tu es en voiture avec quelqu'un que tu connais pas forcément ou avec qui tu n'es pas à l'aise, en général, on essaye de meubler, on essaye de briser la glace et ça parle de tout et de rien. Alors que quand tu es en voiture ou en transport avec quelqu'un avec qui tu es à l'aise et avec qui il y a de l'intimité, bah, tout de suite, tu as du silence qui s'installe et tu n'as aucun problème à passer 1 heure sans décrocher un mot. Ce qui est bizarre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et le but à atteindre suprême pour moi, ce serait d'arriver à avoir une sensation d'être à l'aise, une sensation d'intimité sans que ça ait été imposé par le cadre, avec quelqu'un que tu connais pas, voire même avec quelqu'un avec qui tu es en tension. C'est le principe de la gestion de négociation de crise. Tu te retrouves à avoir des silences avec quelqu'un qui a une arme à la main et ça laisse de la réflexion à l'autre. Ça te laisse de la réflexion et de la distance à toi et ça envoie un message implicite de « Ok, il n'y a pas d'urgence à communiquer, moi je me sens bien, tu es en droit de te sentir bien ou pas. En tout cas, cet espace privilégié pour nous deux, il est là et on n'est pas obligé de surcommuniquer ou de mettre des mots inutiles dans ce truc-là.
on va prendre le temps de poser des mots ou d'avoir des silences pour avancer tranquillement. Et ça amène ça, ce mantra-là. Ouais, c'est intéressant parce que le silence, il est pas toujours très bien compris, notamment par des populations commerciales. Le silence est très offensif pour eux. Il est là pour mettre mal à l'aise, pour le premier qui parle a perdu, on peut entendre régulièrement. Alors que le sujet de la négociation, c'est que c'est un silence qui est une invitation à l'échange, qui permet d'aller chercher des focus internes chez chacune des parties, qui permet de se concentrer, d'écouter, et en fait, je pense de laisser sa place à l'autre et de respecter sa capacité à vouloir parler ou pas aussi. Tout à fait. Et puis, ça vous laisse quand même, si on rentre un peu plus dans la technique, dans la stratégie, poser des questions intéressantes et rester dans le silence et l'écoute. Même pas peut-être pour forcément écouter la forme de la réponse, mais s'il y en a certains d'entre vous qui nous écoutent et qui font un peu de synergologie, un peu qui regardent les accès oculaires, qui regardent comment la personne va réagir, ce sont des temps qui sont exploitables techniquement autrement. Et cette gymnastique-là, un petit peu de retrait, de mise en avant, de retrait, de mise en avant, elle est très intéressante dans les négociations. Totalement. Super. Quatrième adage. Adage. Donc, en 1, j'enfile mon costume. En 2, je n'ai aucune certitude, tout est possible. En 3, j'ai 2 oreilles et une bouche. J'écoute beaucoup plus que ce que je parle. Le 4e, tu le connais bien parce qu'il est commun à un de nos amis qui s'appelle Éric Blondeau, que je me permets de citer ici, avec qui on a travaillé au GIGN pendant longtemps. Et c'est « je suis 100% responsable de 50% de la relation ». Anna, tu peux dire. Ouais, elle est forte cette phrase. Elle est forte de sens quand tu vas la mesurer sur le terrain, parce qu'en fait, elle parle vraiment de la responsabilité technique, émotionnelle, d'engagement, tactique, juridique même des fois, de se dire à quel endroit, enfin je veux dire même dans la Constitution française, on trouve des choses sur où s'arrête la liberté de quelqu'un et où commence celle de l'autre. Ben, c'est un peu pareil. Une relation, c'est une corde. Il faut être 2 pour en tenir un bout chacun. Et en fait, souvent, et moi je l'ai eu beaucoup en coaching, ça, c'est tu me mets la pression, tu me mets en colère, ce client me met hors de moi, mon patron me rend triste. Non, il n'y a personne qui a la télécommande de votre tête et de votre cœur sur cette planète. Personne sinon vous. C'était Blondeau qui disait aussi, je crois que c'est lui qui m'a dit ça, je suis pas, l'autre n'est pas responsable ni de mon bonheur ni de mon malheur. C'est ça. Et ça, c'est un philosophe grec qui disait vous ne me ferez pas vous haïr parce que vous n'avez pas le pouvoir de ça. Donc, quand on accepte de se laisser embarquer là-dedans, c'est intéressant dans les négociations de prendre la responsabilité de ses propres émotions, de ses propres risques. Parce que le premier truc qu'on entend, c'est oui, mais j'étais obligé de, j'avais pas le choix, je pouvais pas. Si, tu peux, t'as le choix, t'as tout en main. Tu décides de te le restreindre, tu décides de faire en sorte que ce risque implicite, il est tellement gros pour toi que tu peux pas dire merde à ton patron parce que tu perds ton job. Mais si tu peux, et tu peux perdre ton job aussi, mais tu choisis en conscience de ne pas le faire. Et c'est intéressant parfois de pas se planquer derrière ces choses de oui, je peux pas, j'ai pas le choix ou personne fait ça. Ok, mais ça c'est pas une vraie bonne raison pour faire certains choix dans la négociation, parce que je pose des choses au milieu et l'autre en fait ce qu'il veut. Et c'est pareil de l'autre côté. L'autre va vous agresser, vous insulter. Souvent, ce que les gens répondent à ça quand je leur dis oui, mais ça permet pas aux autres de faire tout et n'importe quoi. Oui, c'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est pas ce qu'on est en train de dire que les autres ont le droit de faire tout et n'importe quoi et que c'est de votre responsabilité de prendre ça. Mais si l'autre pose quelque chose au milieu, vous avez tous les choix à votre disposition. Vous pouvez contre-attaquer, vous pouvez vous retirer, vous pouvez vous plaindre, vous pouvez décider que c'est l'autre qui influe votre état émotionnel, vous pouvez négocier, vous pouvez discuter, vous pouvez pleurer, vous pouvez crier, mais c'est de votre responsabilité ce que vous allez en faire. Et ça n'appartient à personne d'autre. Ouais, elle est forte. Moi, cette phrase, je la comprenais, et c'est comme ça qu'on en est arrivé à un adage chez nous sur le deuxième principe, c'est que quand tu es sur une relation qui est dégradée avec quelqu'un qui est pas dans les coups, qui peut être agressif, que sais-je, en fait, du fait que
Ça avait été très bien démontré par Zimbardo, mais que la situation impacte davantage le comportement que nos croyances. Et ben, tu sais qu'en modifiant ton comportement, vu que les émotions sont circulaires, tu vas modifier la situation qui va modifier le comportement. Et donc, en fait, tu peux avoir un impact sur le comportement de l'autre. Et c'est en ça que je trouve que cette phrase, elle est puissante. C'est que j'ai une part de responsabilité sur laquelle je peux pas dire c'est pas de ma faute. Et je sais que si je fais quelque chose, je peux créer les conditions peut-être plus favorables pour que l'autre évolue dans le bon sens. Ou pas. Et à l'inverse, bah, si je suis face à quelqu'un qui, d'une certaine manière, n'a pas du tout envie d'avoir un accord, qui est sous l'emprise de stupéfiants, qui est malade ou que sais-je, bah, je peux pas non plus être 100% responsable de ces 100%. C'est ça. Et puis, ça évite ça de tomber dans certains pièges relationnels. Par exemple, si on prend Cartman, ses études d'ailleurs, son triangle dramatique, bourreau, victime, sauveur, le meilleur moyen de ne pas se faire embarquer dans un triangle de Cartman, prendre différentes positions, c'est de partir de là. Ok, l'autre a posé quelque chose et je peux très bien le laisser là sans partir à essayer de compenser ou de partir dans cette dynamique vicieuse. Et dans plein de situations, ça demande souvent de prendre la responsabilité, ça demande de travailler sur son ego, de se dire, ok, est-ce que j'accepte, moi, de me rendre responsable de ce qui est en train de se passer là, plutôt que de renvoyer la responsabilité à mon interlocuteur, mon interlocutrice, la société, l'entreprise, mon chef, parce que c'est facile, en fait, de dire que c'est de leur faute, tout ça. Oui. Et donc, il y a souvent un petit travail d'ego à faire en se disant, ok, est-ce que j'assume maintenant? Et ça a quoi comme conséquence que j'assume de prendre mes responsabilités dans cette négociation? Ouais, puissant. Nice. Voilà. Et puis donc, on pourra en parler des heures de ce ouais, et puis avec l'appui de cas concrets sans fin, où effectivement à un moment donné, ce qui m'arrive dans la vie, une grande partie est de ma responsabilité. Et même quand je suis en réaction à certains trucs terribles qui m'arrivent, je suis responsable de la manière dont j'y réagis. Oui. Est-ce que je m'oppose? Est-ce que je fuis? Est-ce que je courbe l'échine? Est-ce que je continue d'avancer? Est-ce que je négocie? Est-ce que je séduis? C'est quoi que je fais par rapport à ce qui se passe? Parce que ça, j'en suis responsable. Ouais, vraiment intéressant. Donc voilà. Okay. J'enfile mon costume, j'ai pas de certitude, j'écoute, je suis 100% responsable de 50% de la relation. Mon 5e, c'est je ne décide pas pour l'autre, je crée un espace motivationnel. Génial. Ça, c'est la plus grosse connerie qu'on peut faire en négociation, c'est le closing. Et je vais te raconter une négo pour ce truc-là. Je suis dans la campagne du côté de Clermont-Ferrand. Ça doit faire 3 ans que je suis négociateur. Et je commence à être un bon petit négociateur. Je suis un peu fier de moi, de manière pas tout le temps très cool. Et je me dis, ouais, tu fais quand même un bon job, tu négocies bien et tout. Et on arrive sur un profil vraiment très compliqué dans la mesure où le gars, il a un profil psychologique un peu borderline. Il est manipulateur, alors j'aime pas trop utiliser ce terme pervers narcissique parce que aujourd'hui tout le monde est pervers narcissique comme tout le monde était bipolaire dans les années 90. Mais bon, quand même le mec il a des trucs où il y a un truc un peu vicieux où il te fait rêver et puis il te détruit et puis il te refait rêver et puis il te détruit. Et donc j'arrive sur cette négo et pendant 2h30 ou 3h, je négocie avec le gars. Je commence à être fatigué. Et à un moment donné, le gars qui a son arme à la main dit OK, je vais sortir. Et donc, il a son téléphone portable à l'oreille. Et j'entends à la radio, il y a la porte qui s'ouvre, au compte rendu. Et donc, moi, je suis à la mairie à 200 mètres au téléphone. Et le mec, au moment où il sort, il me dit, c'est bon, je vais sortir, je suis en train de sortir. Et moi, je l'ai au bout du fil et je souris en regardant mes potes, en fait, les autres négociateurs, le chef. Et en fait, il entend mon sourire au téléphone. Et il me dit, ça vous fait sourire que je sorte? Et il est re-rentré avec son flingue et j'en ai repris pour 3 heures. Et en fait, le truc, c'est que je l'avais amené à sortir
J'avais quasiment guidé le truc, pris la décision pour lui, je lui avais dit comment il fallait faire. Et en fait, à un moment donné, si c'est pas les gens qui décident eux-mêmes de ce qu'ils vont faire, c'est pas solide, c'est pas stable, c'est pas pérenne. Et tu prends pour toi un truc qui ne t'appartient pas. Parce que tu t'enorgueillis d'arriver à accomplir ce projet, à closer cette affaire et ainsi de suite. Et en fait, le premier des trucs, et ça rebondit un petit peu sur l'incertitude et sur le fait que tu sais pas comment ça va se passer, c'est que tu vas ouvrir un champ large de possibilités de choix pour l'autre, mais à aucun moment donné, tu vas faire une projection de dire c'est comme ça qu'il faut faire. Et ce truc-là, naturellement, on le fait quand on a un ami ou qui se fait larguer ou qui a un problème, on dit ah oui, tu devrais faire ça, tu sais, moi il m'est arrivé ça. Et en fait, on aime bien essayer de guider potentiellement ou de donner des conseils. Et ça, en négociation, c'est intéressant peut-être au départ de fermer certaines portes pour créer une induction dans le tunnel de négociation dans lequel on veut emmener la personne. Mais pour la sortie finale, pour la prise de décision, pour ce closing-là, il faut absolument pas pousser les gens ou prendre une décision pour eux, parce que de manière futurisée, ça peut créer des conséquences délétères à la négociation. Alors peut-être que vous allez réussir à boucler votre affaire, vous allez avoir votre négo et puis c'est OK. Mais le problème, c'est que si vous avez l'habitude de faire ça, peut-être que ce client va parler de ce problème-là un jour, ou ce monde est petit, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est quoi Donc l'idée, exactement. Ouais. Et donc l'idée, c'est de créer plutôt un espace motivationnel, parce que ça va créer de la confiance chez la personne qui va prendre la décision, et ça va être beaucoup plus puissant que de la guider ou de la faire sortir par la main. Entièrement d'accord. Non, c'est passionnant. On voit que dans le travail de négociation, quand tu essaies de convaincre, tu imposes une décision à l'autre, et que c'est Kahneman qui en parle bien. Alors, il dit que il y a une connotation négative, mais en anglais, elle n'est pas là. Il faut créer une faille dans le référentiel de son interlocuteur. Une faille dans le sens où c'est pas quelque chose de négatif, c'est la dissonance cognitive. Et si cette dissonance cognitive, elle fait sens dans le référentiel de l'autre, bah, ça va l'amener lui-même sur cette action. Donc non, c'est créer un espace motivationnel. En fait, le boulot de la négociatrice ou du négociateur, c'est d'ouvrir le champ des possibles de la personne qui est négociée en face et on pourrait trouver plein de protocoles dans la thérapie qui sert à ça, dans des leviers de changement, dans des problématiques. C'est OK, quand tu regardes ça sous un autre angle, quand tu te changes de point de vue par rapport à ce problème, cette croyance ou cette limite dans ton cadre de référence de ta négociation, quand tu te mets de l'autre côté et que tu futurises de manière négative ou positive les conséquences de cette négociation, quand tu imagines que ce truc-là n'a pas existé ou que ce truc-là pourrait prendre une nouvelle place dans ta vie, en fait, tu ne fais qu'enrichir ou qu'éclairer certains points de vue de la personne en face, et ensuite tu lui proposes de faire un choix qui potentiellement est plus ou moins restreint en fonction de ce que toi tu voudrais quelle forme tu voudrais que prenne l'accord final, mais tu ne peux absolument pas, ou en tout cas de manière éthique et de manière pérenne, je trouve que c'est pas intéressant de choisir ou de guider trop l'autre plutôt que de le laisser. Y a rien de plus aliénant que la liberté, en fait. Plus tu laisses de liberté aux gens, plus tu as de chances qu'ils fassent le choix que tu avais envie qu'ils fassent. Nicolas Guéguen, 2003, c'est l'évocation de la liberté. Dans un super livre qui s'appelle Psychologie de la soumission librement consentie, si ça t'intéresse. Absolument. Top, passionnant. Sixième, je trouve génial. Notre sixième, je ne me pose pas. D'habitude, je ne me pose jamais d'ultimatum. J'ai essayé d'être un peu moins radical. J'ai dit je ne me pose pas d'ultimatum. Et c'est pas je pose pas d'ultimatum, mais c'est je ne m'en pose pas. Parce qu'en fait, je sais pas si vous l'avez déjà réfléchi comme ça, mais quand on pose un ultimatum à quelqu'un, en réalité, on est en train de se le poser à soi-même. Si je dis à mon gamin, attention, je compte jusqu'à 3, je suis en train de me dire que si j'en viens à compter jusqu'à 3, il va falloir que moi je fasse quelque chose. Sous peine de perdre de la crédibilité, sous peine de casser le rapport de confiance,
sous peine de me rendre compte que je n'ai pas les moyens à disposition de l'ultimatum que je pose à l'autre et donc que je me pose. Et en fait, c'est intéressant d'éviter au maximum de se coincer. Parce que poser des ultimatums aux gens de temps et d'action, c'est toujours restreindre sa possibilité de rebondir, sa possibilité d'ouvrir la négociation et sa possibilité de travailler le rapport et la relation. Complètement. Par exemple, on s'en pose tous les jours. Quand je te dis, voilà, si je te dis, tiens, je serai là à 11h en bas de chez toi. Ok, là, je viens de m'imposer d'être à 11h en bas de chez toi. Et en fait, des petits ultimatums insoupçonnés et insoupçonnables de tous les jours, il y en a. Et donc, ce qui est intéressant quand vous êtes dans la négociation, c'est de commencer à les débusquer, à les détecter, ces ultimatums qu'on subit. Par exemple, ça m'est encore arrivé cette semaine, tiens, pour le passage en première de votre fille, il faut absolument nous donner la réponse pour tel jour, telle heure. Ok, sinon quoi? C'est quoi? C'est pour quelle raison? Et en fait, d'ailleurs, dans l'éducation nationale, alors, je sais pas si t'es encore parent à ce niveau-là ou si t'es déjà parent à ce niveau-là, si t'as déjà eu à prendre en pleine figure tous les ultimatums que l'éducation nationale te pose, mais régulièrement, j'explose, je percute les ultimatums de l'éducation nationale et il se passe pas grand-chose. T'as pas justifié une absence, t'as pas fait un truc, et en fait, tu t'aperçois à la première ou à la deuxième fois où tu casses l'ultimatum de l'autre qu'il n'y a pas de conséquences. Et comme il n'y a pas de conséquences, l'ultimatum ne vaut pas grand-chose. Et même ça baisse un petit peu l'estime que tu as potentiellement de la personne qui pose l'ultimatum. Et donc ça, il faut se le regarder en miroir, c'est de se dire, si un jour j'en viens à poser un vrai ultimatum dans une négociation, il faut que j'assume le fait d'en appliquer les conséquences et de ce que ça va générer dans le rapport de confiance et dans ce qui va se passer derrière dans la négociation. Et surtout, est-ce que j'ai à ma disposition les moyens de mettre à exécution cet ultimatum? Oui, puis donc ça, c'est vraiment le vrai piège que je suis. Oui, pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que si je le fais, ça a vraiment du sens et j'ai les moyens de le mettre en place? Si j'en viens à mettre à exécution mon ultimatum, est-ce que c'est OK pour ce qui va se passer derrière? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? C'est ça. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Et s'il se passe rien, qu'est-ce qui se passe? Et les gens l'oublient. Il y a Thomas Schelling qui a écrit sur le paradoxe de l'engagement. Pour moi, c'est un des meilleurs auteurs sur la notion d'ultimatum, qui dit que quand tu poses l'ultimatum à quelqu'un de quelque chose, c'est que le passage à l'acte, il a forcément un coût pour toi. Sinon, tu ne poserais pas d'ultimatum, tu le ferais. Si je te dis, si dans 10 minutes tu fais pas ça, il y aura ça, ben, c'est que faire ça aurait eu un coût pour moi. Donc le paradoxe de l'engagement, nous dit Thomas Schelling, c'est si tu ne te plies pas à l'ultimatum que je te donne, tu vas me contraindre à faire quelque chose que je ne souhaitais pas faire de prime abord. Et puis il y a un risque, tu mets l'autre dans un sas de pression, bien sûr, en espérant qu'il n'en vienne pas à toucher la limite de ton ultimatum. Oui. Tu sais, j'avais toujours, quand je formais les gendarmes et opérateurs du 17, les centres opérationnels qui reçoivent des coups de fil sur la crise suicidaire, je leur disais, quand les gens vous appellent pour vous dire je vais me foutre en l'air, dites-vous que de base, hormis quelques exceptions qui ont besoin d'un témoin qui a une espèce de suicide by cop pour cette crise-là, c'est qu'ils sont pas prêts à le faire. Les gens qui veulent vraiment se foutre en l'air, ils le font et ils vous appellent pas. C'est la différence que tu vas avoir avec un suicidaire et un suicidant. C'est ça. Et l'idée, c'est quand quelqu'un en vient à poser un ultimatum, c'est qu'en vrai, il aimerait bien qu'on n'en vienne pas à l'ultimatum. C'est ça. Et donc, quand vous posez un ultimatum, dites-vous à quel point est-ce que vous êtes prêt ou pas à ce que la personne vienne toucher cette limite. Et donc, j'essaye au maximum de ne jamais m'en poser. Et donc, j'en pose assez peu des ultimatums, voire jamais. Moi, je peux comprendre ça, mais ça fait sens. Et si on arrive à faire de la négo sans ça, c'est très cool. Bah, c'est plus simple pour tout le monde. Et pour nous, parce que ça nous force pas à faire des choses qu'on n'aurait pas souhaité faire. Et pour l'autre qui aura plus de temps. Alors après, on peut avoir des contraintes, mais ma contrainte de temps, généralement, ça va être la contrainte de temps de l'autre et inversement. Tout à fait. C'est passionnant. Le 7e, il m'a
il m'a amusé de la métaphore et je trouve qu'il est intéressant. Enfin, j'ai hâte d'avoir ton explication sur le sujet, mais je pense avoir une idée. Je trouve Le vraiment top. septième, c'est vraiment un, un besoin vital de crise. Ouais. En fait, je l'ai vécu dans les crises, je l'ai vécu dans l'accompagnement et le coaching, je l'ai vécu dans des approches thérapeutiques. En fait, faire la cheminée et pas l'éponge, c'est absolument primordial quand vous gérez des situations qui sont soit extrêmes, soit urgentes, soit qui engagent des vies humaines, soit qui engagent des risques financiers qui vont engager des destins, des parcours de vie. Et en fait, l'idée, c'est que ça tombe sous le sens. Si un thérapeute, un infirmier, un pompier, un docteur aux urgences faisait l'éponge émotionnelle et psychologique de toute la détresse auquel il fait face ou elle fait face toute la journée, au bout de 3 jours, les gens partiraient en burn-out et changeraient de boulot. Et c'est un peu plus vicieux, à mon sens, dans des métiers où on n'est pas directement et consciemment et explicitement exposé à ça. Parce qu'on peut se dire, un pompier, il sait qu'il va gérer de la misère humaine, un négociateur de crise sait qu'il va y avoir des prises d'otages, des suicides et ainsi de suite. Mais par contre, quand je bosse dans une entreprise, quand je bosse en freelance, quand je suis en cabinet de conseil ou autre, ou dans des métiers annexes qui font de la négociation sans que ce soit forcément affiché, on fait face quand même à des situations tendues, à des situations qui peuvent déraper. Et en fait, si on ramène ça à la maison, si on fait l'éponge plutôt que d'accueillir ce mal-être, d'accueillir cette agressivité, accueillir ces émotions négatives, les brûler dans votre tête où on peut imaginer plusieurs images, et puis les évacuer parce que ça ne vous appartient pas ce qui s'est passé. Vous êtes un passe-plat. Vous avez été une surface de projection. Vous avez accueilli ces émotions-là, cette situation-là, mais ce truc-là ne vous appartient pas. C'est pas parce qu'on vous donne quelque chose qu'il faut le prendre. À ce moment-là, ouais, vous êtes un accompagnant et vous allez aider les gens à vider les pierres qu'ils ont dans leur sac à dos, mais à aucun moment donné, quelqu'un vous a demandé de prendre ce sac à dos. C'est ça. Et en fait, l'idée de ce mantra-là, c'est de se dire, je pense à une mission en particulier qui a été dure à l'unité, mais comme il y en a plein, mais celle-là, elle m'avait touché, c'est un papa d'un petit garçon de 3 ans qui retenait en otage son fils suite à un divorce un peu compliqué et son ex-femme avait des problèmes psychiatriques. Et en fait, ce papa avait une arme et au moment où les négociateurs prennent la main, le gars part complètement en cacahuète dans une espèce de diarrhée verbale quasiment hystérique. Et le négociateur dit au chef, il faut intervenir là. Il faut intervenir parce que ça va mal se finir. Ce qu'on sait de l'environnement du gars, c'est que quand lui avait 5 ans, son père, à lui, lui avait tiré dessus avec une arme à feu, un bout portant. Et donc, le négociateur dit, le schéma est en train de se reproduire, le père part complètement en cacahuète, il faut rentrer. Et en fait, au moment où l'équipe rentre, là où n'importe quel auteur avec une arme à feu se tourne vers la colonne d'assaut, qui est un espèce de bloc noir, et tire sur le bouclier pour se défendre, là, le père se tourne vers son fils et lui tire dessus. Et le gamin, il a 3 ans. Et donc, l'équipe d'assaut rentre, récupère le gamin. On a le docteur dans la colonne d'assaut. Ils lui font un point de compression, ils le récupèrent. Et aujourd'hui, le gamin, il est en bonne santé. Wow. Mais en fait, il y avait plein de mecs ce jour-là qui avaient des gamins de 3, 4, 5 ans à la maison. Mais quand tu rentres à la maison et que tu as entendu le cri du gamin, que tu as entendu le coup de feu, que tu as vécu une situation d'une violence et d'une atrocité innommable sur un enfant, si tu veux, t'as beau être au GIGN, t'es pas un super-héros, t'es pas un surhomme, il faut évacuer ce truc-là. Et à un moment donné, c'est de ton devoir même d'être opérationnel et sain à chacune de tes missions. Et ce mantra-là, de ne pas garder les choses et de les évacuer systématiquement, il est vital. Et dans des métiers tout autres, c'est hyper important. Là, vous avez peut-être vécu des négociations qui ont été tendues, vous avez peut-être des situations personnelles qui ont été extrêmes. C'est absolument vital d'évacuer ce truc-là et de jamais le garder. On peut très bien garder le souvenir d'une situation, mais l'affect ou le poids émotionnel ou les conséquences délétères psychologiques que ça peut avoir, ça, il faut absolument
le nettoyer régulièrement et vérifier qu'on est en bon état de santé émotionnelle et mentale pour continuer à bien faire ce job-là et être au service des autres. Et dans vos négociations commerciales et personnelles, c'est important de vérifier que tout est en ordre régulièrement. Ouais, puis pas dans le monde de l'entreprise, je le vois légèrement différemment. T'as des gens qui prennent sur eux, qui ventilent pas, en tout cas, puis à un moment donné, t'as des burn-out, t'as des risques psychosociaux, t'as des gens qui explosent, et des fois pour un détail, et enfin, qui est pas un détail pour eux, hein, bien évidemment, mais avec un regard extérieur, c'est le trop plein. Donc, je pense que de façon générale, alors qui plus est sur certains métiers, mais c'est bien d'être accompagné, d'avoir des sas de décompression où on peut aller la parole plus facilement. Ouais, et puis tu sais, j'avais regardé la série En thérapie sur Arte où on voit suite aux attentats un flic, un prof. Et en fait, il n'y a pas besoin d'aller voir forcément un psy quand on a un truc lourd qui pèse. Il y a des thérapeutes partout. Il y a votre pote, il y a votre sœur, il y a votre collègue avec qui on va boire une bière après le boulot. Il y a le copain avec qui on a l'habitude d'aller courir. C'est important de se nettoyer, de faire attention que tout est OK. Et si effectivement, malgré tout ça, on en vient à avoir toujours des traces de quelque chose qui pèse et qui passe pas, alors à ce moment-là, effectivement, c'est intéressant de se rapprocher d'un professionnel de ça, mais il y a plein de choses à faire avant. Ouais, complètement. Une bonne hygiène de vie, du sport, des potes, carrément, ça aide. Top. Donc voilà ma feuille de route, Julien. J'enfile mon costume de négociateur. J'ai pas de certitude. J'écoute beaucoup plus l'autre que ce que je parle. Je suis 100% responsable de 50% de la relation. Je ne décide pas pour l'autre. Je crée un espace motivationnel. Je ne me pose pas d'ultimatum et je tâche de faire la cheminée plutôt que l'éponge. Et j'ai ces petits mantras qui me tournent en tête avant, pendant la négo. Et souvent, ça me donne des petits rappels ou ça me remet dans l'axe. C'est bien parce que en fait, quand tu travailles sur nous sur nos principes et ça, toi sur tes mantras, c'est des sujets que tu peux aborder sur n'importe quelle forme de négo, qu'elle soit commerciale, sociale, managériale. C'est des vérités et d'où la puissance que ça amène. Écoute, c'est passionnant. On pourrait en parler pendant des heures, très honnêtement. C'est clair. Et puis j'aurais pu vous en donner d'autres, mais j'ai choisi ceux-là, c'est les plus importants pour moi. Et ben ça fait plus que sens. David, j'ai l'habitude de finir le podcast toujours avec la même question. Si le David d'aujourd'hui devait rencontrer le David il y a 20 ans, quel est le conseil que tu lui donnerais à ce David il y a 20 ans? Le conseil que je lui donnerais, c'est que ce qu'il estime, et je pense à un David en particulier là, je lui dirais que ce qu'il estime être dur, adverse, injuste, compliqué à gérer, c'est justement ça qui va forger son caractère et qui va lui donner certaines compétences, certains skills qui vont lui servir dans sa vie. Le reste, ce qui est facile et confortable, ne va pas lui servir à grand-chose. Donc il faut qu'il commence à chérir les situations d'adversité, de difficulté, parce que c'est ça qui va l'aider à faire de belles choses. Passionnant. Top. Un grand merci David pour la richesse de ton partage. Merci à toi. Tu mets très bien pour les gens qui veulent retrouver ton activité sur Incognita. Merci beaucoup Julien. Merci David. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Ben oui, merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner toutes les 2 semaines dans Pour Parler. On reçoit un expert qui va échanger sur une problématique. Merci de votre fidélité et à dans 2 semaines sur Pour Parler, le podcast de la négo.